Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous savoir en notre compagnie chaque dimanche pour le décryptage de l'actualité nationale et internationale. Club Média 7 de ce soir reçoit Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir à vous, Lénaïk Agbazaou. Bonsoir aux téléspectateurs. Vous avez passé une très belle semaine, j'espère. Oui, ça va. On essaye de tenir dans la pression de la fièvre électorale. On relève toujours le défi de l'information, de la bonne information apportée aux populations. Actualité oblige. Tout à fait. Le second invité de ce soir, c'est Boris Tougan, le directeur général du quotidien L'Enquêteur. Il va certainement nous rejoindre en cours d'émission. Il n'y a pas de souci. La charpente de cette émission ne change pas. Ouvrons avec la revue de presse hebdomadaire. Revue Hebdo. Candidature aux législatives 2023, accouchement difficile pour les formations politiques, mais c'est fait. 8 partis politiques ont pu faire le déplacement de la Sénat, et tous au dernier moment. Outre la force Corée pour un Bénin émergent qui s'est pointé au siège de l'institution présidée par Saka Lafia aux environs de 12h30, les autres formations politiques se sont dirigées vers la Sénat la nuit, ce qui traduit, selon le matinal, que l'atterrissage n'aura pas été facile au niveau de certaines formations politiques. Cette importante phase du processus électoral qui s'est achevée le 2 novembre dernier montre à suffisance, selon la Croix du Bénin, la précarité des formations politiques peu organisées et donc appelées à disparaître à la moindre incartade. C'est vrai, on peut en convenir. Rassembler les pièces administratives, notamment le quitus fiscal, relève du parcours de combattants. Mais cela ne pourrait pas justifier le spectacle offert par les formations politiques, estime le journal catholique. Le mal devrait être plus profond. Et on peut penser à raison que les positionnements sur les listes ont fait remonter à la surface les crises internes, rendant ainsi difficile l'enregistrement des partis. Mais au-delà, il y a la mauvaise organisation propre aux partis, toutes tendances confondues. Selon plusieurs sources concordantes du journal Le Matinal, les positionnements au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau et au bloc républicain ont été de véritables casse-têtes. L'accouchement a pratiquement été par césarienne pour ces deux partis, notamment au niveau de quelques circonscriptions électorales. Les propositions au niveau de ces deux partis, rapportent les mêmes sources du journal, ont été plusieurs fois modifiées pour coller non seulement aux enjeux politiques liés à l'élection, mais aussi, dans la mesure du possible, aux désirata des populations à la base. Qu'à cela ne tienne, les positionnements ont généré chez certains prétendants de profondes frustrations, rapporte le quotidien. Pour la Croix du Bénin, on comprend donc que demain n'est pas la fin de la précipitation et des improvisations qui émaillent habituellement le processus électoral au Bénin à une étape ou à une autre. Revalorisation des salaires, novembre, le mois de tous les espoirs pour les travailleurs. En tout cas, les regards sont tournés vers le gouvernement qui se trouve entre deux feux, selon le matinal. Entre le désir d'honorer sa promesse vis-à-vis des travailleurs et le souci d'atténuer les effets de la cherté de la vie, les travailleurs en proie à l'extrême impatience n'attendent que les bonnes intentions annoncées soient traduites en actes concrets. Le gouvernement, en dépit des multiples pressions et face à l'anxiété des travailleurs, est vivement et impatiemment attendu. Revalorisation, oui, mais à quelle hauteur ? Patrice Talon et son équipe vont-ils rester dans la droite ligne des modalités définies le 26 avril passé? La guerre entre la Russie et l'Ukraine étant toujours d'actualité, le gouvernement ne va-t-il pas s'en prévaloir pour reporter la mise en œuvre de sa promesse? Elles sont nombreuses, les questions qui agitent les esprits et qui certainement vont trouver réponse les jours et semaines à venir. Le matinal l'espère bien. Régime juridique du bail à usage d'habitation, un projet de loi pour intégrer des innovations du crédit bail, la réforme du crédit bail dans l'espace UEMOA et surtout l'adoption par les États parties de la loi relative appellent une nouvelle relecture de la loi numéro 2021-02 du 1er février 2021 modifiant et complétant celle du 2 juillet 2018 relative au bail à usage d'habitation en vue d'en soustraire les dispositions qui pourraient être source de conflits. C'est ainsi que l'exécutif explique dans le compte rendu du Conseil des
des ministres de ce mercredi 2 novembre l'opportunité de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi fixant le régime du bail à usage d'habitation en République du Bénin, rapporte La Nation, quotidien de service public. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. La Nation, économie béninoise, le FMI note des avancées, un décaissement attendu. Fraternité, loi des finances rectificatives pour la gestion 2022, le gouvernement reçoit le feu vert des députés. Le matinal, législatif de 2023, après l'euphorie des positionnements, place au travail. Merci à vous, Marcel Arrossi, pour ce condensé de l'actualité. Deuxième rubrique de cette émission, 7 jours au Bénin. Gabengoubi, législative du 8 janvier 2023, le compte à rebours a commencé. La Commission électorale nationale autonome a enregistré, en ce qui concerne la déclaration des candidatures, 8 partis politiques. C'était mercredi dernier à Cotonou. Exactement, les partis ont visiblement attendu la dernière journée, la deadline comme on le dit, pour se décider enfin à postuler pour ces élections. Donc la Sénat, dans la foulée, a reçu 8 dossiers de candidature, comme vous l'avez mentionné. Donc, pour ce que nous savons, c'est 8 partis politiques qui ont pu obtenir le récépissé provisoire de dépôt des candidatures, même si le parti Nouvelle Force Nationale a eu quelques sueurs froides avant de se faire attribuer cette pièce qui confirme donc le fait que vous avez déposé votre dossier. Il est clair, je pense que ceux qui nous suivent le savent déjà, le fait d'avoir le récépissé provisoire ne vous garantit pas forcément la participation à l'élection. Donc actuellement, la Sénat doit être en train de procéder à l'étude individuelle des dossiers qui débouchera certainement sur la délivrance du certificat définitif aux partis donc, qui remplissent les conditions, qui ont pu produire des dossiers irréprochables, des dossiers qui n'ont pas de soucis. Parce que entre-temps, la Sénat aura notifié à ces différentes formations politiques qui ont produit des dossiers avec certaines pièces manquantes là, des observations, quitte à ces formations politiques de venir corriger cela dans le délai. Donc, je crois que dans le courant de la semaine qui commence dès demain, on sera fixé sur ces partis qui sont... On sera fixé sur ces partis qui auront le récépissé définitif. Mais en attendant, on rappelle rapidement ces partis-là qui ont pu avoir le récépissé provisoire. Il s'agit de l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain, Mouel Bénin, UDBN, la Nouvelle Force Nationale, qui n'était pas très attendue, qui n'était pas très attendu, c'est l'invité surprise, comme l'a titré un confrère dans la semaine, c'est l'invité surprise. Nous avons les démocrates, nous avons l'UDBN, le MPL, le Mouvement populaire de libération, l'UDBN. Voilà, oui, formation politique. Bon, c'est vrai que j'étais quelque part tout à l'heure où quelqu'un disait que ce serait le nombre idéal parce que les élections auront lieu le 8. Bon, lui faisait ça un peu pour calculer. Donc oui, formation politique. C'est de la numérologie politique. Voilà, donc il disait cela. Moi, je pense que on ne peut pas rester focus sur les chiffres. Il faut se réjouir de ce que le processus électoral se déroule de façon assez sereine et que les organes impliqués dans l'organisation du scrutin, chacun en ce qui le concerne, joue sa partition et qu'on ait abouti, qu'on soit parvenu aujourd'hui à cette étape du processus. Il reste certainement d'autres étapes qu'on aura à vivre. Et donc, c'est heureux déjà qu'il y ait toutes ces formations politiques. FCBE aussi. Bien sûr, FCBE, c'est la première formation politique qui a pris ses dispositions pour le faire, même s'il y a encore quelques observations. Le président, le secrétaire exécutif national et chef de file de l'opposition, Paul Hunkwe, a déclaré à l'issue, n'est-ce pas, du dépôt qu'il y a encore quelques soucis par rapport aux quitus fiscaux notamment et à certaines autres pièces. Donc il faut déjà se réjouir de ce qui est
il y a aujourd'hui ces formations politiques. Moi, je ne m'attendais pas forcément, et ça c'est personnel à moi, à avoir 8 formations politiques qui aient décliné l'ambition d'aller de figurer, n'est-ce pas, dans les starting blocks de l'élection du 8 janvier prochain. Gabin Goubi, dites-nous pourquoi cette tendance des partis politiques a toujours se pointer aux dernières heures du dernier jour d'enregistrement à la Sénat? C'est la question que tout le monde se pose. Déjà, il faut reconnaître que les Béninois ne sont pas assez diligents pour faire certaines formalités. C'est la mentalité collective. On a comme impression qu'on préfère souvent les derniers moments pour se décider. Alors, c'est souvent au risque de ces formations politiques. On a vu pratiquement plusieurs formations politiques dans l'histoire de la Sénat finaliser leur dossier pratiquement au siège de l'institution. On l'a vu, vous vous rappelez encore de ces élections communales et municipales de 2020 où ces formations politiques-là ont dû bénéficier de 72 heures supplémentaires pour pouvoir mettre à jour leur dossier. Ils se sont déplacés, pratiquement ils ont déployé un matériel informatique impressionnant au siège de la Sénat. C'est des images assez tristes et regrettables. Et je pense que les partis n'ont pas peut-être tiré leçon, n'est-ce pas, de ces expériences qui n'honorent pas forcément notre processus démocratique. Quoique, bon, aujourd'hui, on a senti une nette amélioration. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous déposez les dossiers comme ça, pratiquement à la dernière minute, d'aucuns peuvent dire que c'est le souci de bien faire les choses, de déposer des dossiers qui sont exempts de tout reproche, qui sont presque parfaits, qui fait qu'on prend le temps sereinement de les étudier. Mais à l'opposé, on leur répondra que ce n'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'il y a élection le 8 et que la Sénat a dévoilé son calendrier il y a quand même quelques semaines. Et même la loi a prévu qu'il y a un délai au cours duquel on doit pouvoir déposer les dossiers. Donc les partis devraient prendre leurs dispositions en amont, devraient prendre leurs dispositions un peu plus tôt, étant donné que le corps électoral a été convoqué depuis janvier, je crois, et même par rapport à la polémique qui a eu cours au sujet de la date probable de l'organisation du scrutin, la Cour constitutionnelle a rendu une décision en février, vous vous rappelez, pour fixer les uns et les autres. Donc, sauf à ces formations politiques de penser que, bon, il pourrait y avoir encore autre décalage de cette date-là, ils devraient avoir pris leurs dispositions pour faire les choses dans le délai. L'autre explication que je donne à ça, si vous permettez, c'est que les partis ont eu d'énormes difficultés à pouvoir mettre en place des listes. Donc, il y a eu ces formations politiques qui... Il y a eu assez de tractations. Assez de tractations, il y a eu trop de mouvements, de jeux de mercato politique, les intérêts des gens ont mis en place certainement des comités d'études des dossiers. Le comité a fait son travail de façon impartiale. On a même vu des gens qui avaient adhéré à d'autres partis, revenir encore à leur parti. Donc, tout ça, vous voyez un peu... Juste pour être positionné. Voilà, c'est la question... Ça dépend des enjeux liés, n'est-ce pas, au scrutin et des intérêts des formations politiques. Parce que, qu'on le veuille ou non, ces élections à venir seront tout sauf une partie de plaisir pour certaines formations politiques. Vous savez que l'espace politique a été partagé jusque-là par 2 formations politiques, notamment le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau. Aujourd'hui, il y a d'autres invités, tels que ça se dessine là. On a comme impression... Ce n'est pas encore définitif et justement, la plupart des partis politiques devront compléter les pièces manquantes. Il s'agit surtout des quitus fiscaux. Exactement. La course aux quitus fiscaux qui est vraiment rude. Qui est rude. C'est vrai que on connaît un peu nos administrations pour n'être pas souvent trop diligent sur certaines choses, mais il faut déjà remercier les équipes de la DGI qui ont quand même fait l'essentiel. C'est vrai qu'il y a eu certaines récriminations de la part d'une formation politique de l'opposition que vous connaissez. Le DGI est monté donc il y a eu quand même pour expliquer ce qui en était. Voilà, ce qui en était, même si il n'est pas forcément parvenu à dissiper les craintes, notamment liées à l'ancien député Basile Ahossi, qui a produit un SMS qui lui a été envoyé. Il paraît que c'est une erreur. Bon, c'est vrai que l'erreur est humaine, mais c'est des genres d'erreurs à éviter pour mettre court à la polémique. Maintenant, pour ceux qui disent n'avoir pas
eu le précieux sésame, moi, je continue un peu d'abstentif. Vous savez, nous sommes dans un milieu politique. Mais quand on aspire à être dirigeant ou à être élu du peuple, il faut quand même être réglo, il faut être à jour vis-à-vis du fisc. Évidemment, et c'est là que je partage entièrement la lecture du directeur général des impôts qui a dit qu'il n'est pas normal que ce soit à la dernière minute que les candidats, ceux qui aspirent à nous diriger, donc ceux qui ambitionnent d'assumer des grosses charges de la République, des fonctions républicaines, se décident à payer leurs impôts. Donc l'unanimité se fait quand même autour de l'opportunité de régler, d'apurer ses impôts, d'être à jour vis-à-vis du fisc avant de postuler à une élection. Sauf qu'il faut inculquer dans nos mentalités ce sens civique-là, ce réflexe qui doit être celui de tout bon citoyen d'aller régler ses impôts, d'aller payer, d'être à jour vis-à-vis du fisc. Donc, il ne faudrait pas que nos politiciens aient cette habitude-là. Alors, il faut que je sois candidat d'abord avant d'aller apurer mes arriérés. Il y a beaucoup de formations politiques, ça, je ne vous apprends rien, qui ont fait les frais de ce manque de diligence-là. Moi, j'ai appelé certains acteurs politiques pour savoir un peu le point de la situation fiscale, la situation des quitus fiscaux au niveau de leur parti, mais ils m'ont dit qu'ils ont effectivement quelques difficultés par rapport à certains de leurs militants, de leurs potentiels candidats qui se sont retrouvés face à la difficulté d'honorer leurs engagements. Et que face à cela, ils avaient pris des dispositions en amont faisant prendre des quitus fiscaux par d'autres candidats intermédiaires. Donc, ils ont dû faire recours à leur plan B pour pouvoir être à jour vis-à-vis de cette étape du processus. Pour l'heure, on retient 3 partis de l'opposition, FCBE, les démocrates, MPL qui se réclame de l'opposition. Un parti qui se réclame de l'opposition. Bon, dans le discours, on sait que c'est un parti qui ne fait pas la part belle au gouvernement. Voilà. Donc, et puis 4 partis de la mouvance. Bien sûr. L'Union progressiste, le Renouveau, voilà, le Bloc républicain, Mouel Bénin, UDBN. Tout à fait. Votre quotidien, le matinal, a été très actif sur le sujet. Quelle va être la suite du processus électoral? Bon, la suite, c'est qu'on attend d'être fixé sur le nombre de partis qui seront sur la ligne de départ le 8 janvier prochain. Donc, les partis qui figureront probablement sur le bulletin de vote. Donc, c'est ce qui est attendu. Bon, dans la foulée, entre-temps, la Sénat aura notifié aux formations politiques qui ont quelques soucis par rapport à leur dossier les observations, quitte à ces formations politiques d'aller les corriger dans le délai. Donc, après cela, on va continuer le reste du processus. C'est ce qui commence maintenant, c'est l'espace, c'est la conquête de l'espace. Déjà, les partis, certaines formations politiques, et si je peux les nommer, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, et c'est les 2 partis qui auront probablement à gérer les frustrations sur le terrain. Vous avez certainement pris connaissance des listes de candidatures, vous circulez au sein des populations, vous avez vu un peu comment est-ce que certains qui s'attendaient à être investis pour défendre les couleurs, porter les idéaux de la formation politique, ont vu leur rêve de devenir parlementaire brisé. Donc, tout le monde ne pouvait pas être élu, mais certains avaient quand même la certitude d'être positionnés. D'autres se sont retrouvés dans des positions pas trop confortables. Nous n'allons pas citer de nom. Ici, on attend d'avoir de plus amples informations par rapport à cela. Mais vous avez vu dans les discours tenus déjà à l'occasion du dépôt des dossiers, le président, le secrétaire général national du Parti blanc républicain, le ministre Abdoulaye Diotane, qui appelle déjà les militants à la compréhension et à soutenir les ambassadeurs qui sont là. C'est vrai, ce qui doit être, c'est le sens de, c'est-à-dire la conviction politique. On doit forcément adhérer aux idéaux du politique, quel que soit ce qui se passe, mais c'est des aspects assez difficiles à gérer dans le contexte où nous sommes, où la conviction politique est à rude épreuve. Le bel exemple est que vous avez vu des candidats qui ont adhéré presque il y a eu 1 ou 2 semaines à des formations politiques, mais qu'on a retrouvé sur des listes de l'ancienne formation politique. La réforme du système partisan qui a éprouvé. Franchement, c'est des choses qui ne nous honorent pas, même si certains tentent de donner une explication par rapport à ça. Sujet, question point champion, à votre avis, quels sont les partis qui pourront obtenir le précieux sésame, le récépissé définitif?
Ah là, je peux exposer le dire, vous me soumettez là un exercice assez difficile, mais pour ce qu'on a vu, pour ce qu'on a vu avec l'organisation imprimée par certaines formations politiques et avec les retours qu'on a peut-être de la Sénat, on peut dire, parce que le président Robert Bian l'a dit au thème du dépôt des dossiers, c'est le Bloc républicain est par exemple la seule formation qui n'a pas eu d'observation particulière de leur dossier. Ça, bon, ce qui est sûr, non, on attend de voir tout simplement. La Sénat est à pied d'œuvre. À pied d'œuvre pour sortir les listes. Donc la sortie de la fumée blanche. Voilà, non, les partis ont produit des dossiers plus ou moins sérieux. Donc on espère avoir au moins, moi j'attends avoir au moins 6 formations politiques qui soient à jour et qui participent aux élections le 8 janvier prochain. Un autre sujet à présent, nous sommes en novembre. Novembre, c'est le mois de tous les espoirs pour les fonctionnaires béninois. L'actuel exécutif ayant promis l'effectivité de la revalorisation salariale pour la fin de ce mois. Voilà, enfin, est-on tenté de dire, ou bien peut-on dire au niveau des travailleurs. Donc, je pense que c'était une promesse qui était vivement attendue. Le gouvernement a suggéré jusque-là, dans une certaine mesure, la pression. La mesure a été annoncée, je crois, mi-décembre 2021, où, en validant, n'est-ce pas, le projet et le programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026, le gouvernement a annoncé son ambition de revaloriser les salaires. C'était l'une des grandes réformes inscrites dans ce PAG-là. Et aujourd'hui, on a les travailleurs s'attendaient légitimement à ce que, puisque aucun délai n'avait été annoncé à l'occasion, même s'il a été dit qu'un comité interministériel allait être mis en place avec, bien entendu, certains partenaires sociaux pour étudier les différentes modalités d'application de cette mesure. Beaucoup s'attendaient à voir des mouvements positifs sur leur salaire déjà à la fin du mois de janvier. Cela n'aura pas été le cas. Du coup, beaucoup ont commencé à végéter dans un certain scepticisme, à douter de la volonté du gouvernement de le faire. Il aura fallu cette rencontre c'est dans la foulée qu'on a annoncé la rencontre du 26 avril où le chef de l'État a rencontré les différents partis, les partenaires sociaux, les différentes parties, j'allais dire, les partenaires sociaux, notamment les membres du patronat, pour explorer les mesures d'opérationnalisation, les modalités d'opérationnalisation donc de cette mesure-là. Et c'est là que le chef de l'État a annoncé que d'ici fin novembre, si la situation conjoncturelle liée à la crise russo-ukrainienne ne s'empirait, donc le gouvernement était en mesure d'honorer un certain nombre d'engagements et des paliers avaient été précédemment définis. Je pense que le gouvernement est toujours dans cette logique de ne pas se débiner à cette promesse, encore que le chef de l'État ne nous a pas habitués à des promesses non tenues. Je pense que les travailleurs attendent de pied ferme. Ne sont pas habitués à des promesses non tenues. Je l'annonçais à l'entame de cette émission. Le second invité de ce plateau, c'est Boris Tougan, le directeur général du quotidien L'Enquêteur. Boris Tougan qui a fini par nous rejoindre. Boris Tougan, bonsoir. Bonsoir, Laïc. Nous abordons à présent la question relative à la revalorisation salariale qui est promise par l'exécutif pour la fin de ce mois. Oui, c'est une bonne option pour le gouvernement de prendre langue avec les partenaires sociaux parce que le nouveau cadre légal au Bénin ne permet plus les grèves à l'emporte-pièce. Donc, comme on le dit souvent dans la langue, il ne faut pas taper l'enfant et l'empêcher de pleurer. Donc, si le chef de l'État en personne a donner de son temps pour rencontrer les partenaires sociaux et de faire une promesse, et que cette promesse n'a pas été rangée au placard ou rejetée au calendrier grec et que on a enclenché la procédure de mise en œuvre parce que, comme vous devez le savoir, la masse salariale est une part importante du budget général de l'État. Et quand on veut prendre ce genre d'engagement, il faut voir en matière de disponibilité budgétaire quelle est la marge de manœuvre pour qu'on ne fasse pas de promesses ou des professions de foi qu'on ne peut pas tenir.
il faut tenir compte des disponibilités. Donc, moi, je pense que si 3 ou 4 mois après cette rencontre avec le chef de l'État, ce sujet est revenu d'actualité, nous devons laisser le temps au gouvernement, je parle surtout aux partenaires sociaux, laisser le temps au gouvernement pour qu'on fasse de la programmation, parce que ce n'est pas une affaire de 200 millions ou 300 millions. Donc, il est à souhaiter que les partenaires sociaux patientent pour que, en temps opportun, cette promesse soit mise en exécution. Les fonctionnaires béninois sont accrochés à leur calendrier et décomptent les jours. Oui, mais il faut tenir compte des réalités. Surtout que les effets pervers du Covid et la conjoncture internationale n'ont pas permis d'avoir les retours sur investissement escomptés. Le conflit russo-ukrainien, comme l'évoquait Gabin Goubi. Donc tout ça, ce sont des paramètres exogènes qu'il faut intégrer avant d'exiger. Parce que rien ne prouve que ceux qui sont en train d'exiger aujourd'hui ne vont pas se retrouver demain dans la position de ceux qui doivent agir. Donc moi je pense que déjà que le gouvernement a donné la preuve de la bonne foi, parce que par le passé, on a entendu des gouvernements faire des promesses qui n'ont jamais été tenues. Mais maintenant, une fois que le gouvernement actuel a donné la preuve de sa décision, c'est-à-dire, parce qu'une chose est de penser et une chose est de poser un acte décisionnel. Donc, moi, je pense que les partenaires sociaux devaient se retrouver dans la bonne posture et continuer le dialogue. Parce que parmi eux, il y a de hauts cadres. Si ils peuvent proposer des formules pour que ce soit échelonné, parce que ce n'est pas 10 000 ou 5 000 personnes. Il y a les enseignants, c'est toute catégorie. Donc, si ils peuvent voir avec le gouvernement comment on peut faire la mise en œuvre, parce que le Bénin, ça nous appartient tous. Si le système est coincé, on est tous responsables. Donc, il faut qu'ils patientent et jouent leur partition. Le matinal a consacré tout un dossier à la question. À quoi peut-on s'attendre concrètement à la fin de ce mois? Non, moi, j'ai foi quand même que le gouvernement va honorer son engagement. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est vrai que les attentes des travailleurs peuvent ne pas être totalement comblées. Et là-dessus, ils doivent consentir à certaines choses. Aujourd'hui, en faisant sa promesse en 2021, le gouvernement n'avait pas prévu l'avènement de la crise entre la Russie et l'Ukraine, qui a eu des conséquences assez graves sur les économies au plan mondial. Donc, le gouvernement n'était pas dans cette optique-là. Donc, le gouvernement avait prévu, par exemple, subventionner un certain nombre de produits de première nécessité pour pouvoir soutenir le pouvoir d'achat des populations. Et ça, c'est plus urgent que la revalorisation des salaires, parce que les populations, c'est des mesures qui vont impacter la masse. Je pense que le chef de l'État l'a dit, on les travaille tout le monde n'est pas travaillé dans le pays, tout le monde, même si de façon collatérale, ceux qui dépendent de ces travailleurs-là vont en bénéficier. Donc je pense qu'en appréciant tous ces paramètres, les travailleurs pourront comprendre ce qui va advenir. Je ne dis pas qu'on va leur réserver une portion congrue ou que le gouvernement ne va pas honorer de fond en comble son engagement. Je sais que quelque chose sera fait et donc les travailleurs à l'occasion vont faire valoir leur sens patriotique, de patriotisme pour pouvoir comprendre ce qui leur sera concédé à l'occasion. Boris Tougan, 30 secondes pour finir avec ce sujet. Contrairement à ce que disait mon confrère, quand on prend une mesure de subventionner un produit, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de mise à l'écart. C'est tous les travailleurs qui en profitent. Si quand le gouvernement avait décidé d'injecter 80 milliards pour subventionner les produits de première nécessité, les travailleurs aussi en ont profité. Oui, ils font partie de la population. Voilà. Je n'ai pas dit le contraire. Je disais que les mesures de subvention des produits impactent toute la population. Voilà. Or, les mesures qui sont envisagées là pour revaloriser les salaires, c'est seulement une catégorie de travailleurs qui seront concernés. Voilà. 15 secondes pour finir. Voilà, donc ils pourront patienter parce que
les mesures de subvention par rapport aux produits de première nécessité concernent toute la population, toute la masse. Donc, il y a plus urgent. Donc, les travailleurs peuvent patienter, encore qu'il n'y a pas de cessation de paiement de salaire. Donc, ils peuvent fermer les yeux et attendre. Voilà, c'est ce que moi je pense. Direction la RDC, le Rwanda et le Brésil, c'est dans la rubrique Interactu. Boris Tougan, le torchon brûle entre Kinshasa et Kigali, le pouvoir congolais qui accuse le pouvoir rwandais de soutenir et de financer le groupe rebelle M23. L'ambassadeur rwandais en RDC a d'ailleurs été expulsé. Oui, mais moi je pense que pour analyser ce problème, il faut aller un peu en arrière, puisque les groupes rebelles rwandais ont toujours opéré sur le territoire congolais depuis que Tshisekedi n'était pas encore là. Donc, cette rébellion n'est pas venue comme cheveux sur la soupe. Compte tenu de la taille du Congo, il y a toujours des groupes rebelles qui viennent opérer, surtout dans les zones minières. Donc, cette fois-ci, il y a une recrudescence et une velléité de créer un no man's land comme un État dans un État. C'est pour cette raison-là que le gouvernement congolais a pris cette décision d'appliquer un début de principe de réciprocité parce que, étant considéré comme un État qui veut consommer une partie de notre État, le gouvernement congolais a décidé de prendre des mesures, mais c'est sans compter que l'option la plus opérante est de s'asseoir pour échanger, voir comment on peut trouver un terrain d'entente au lieu de se braquer. Pour faire un peu de géostratégie, quels sont véritablement les intérêts rwandais en RDC? Bon, moi je pense que il y a des groupes qui vont pêcher en eau trouble au Congo, puisqu'il y a des zones minières où le gouvernement congolais n'a pas, l'État n'est pas présent. Donc, il y a bon, je ne veux pas dévoiler des secrets, mais ceux qui dirigent aujourd'hui le Rwanda sont issus de cette zone-là, donc pour ne pas stigmatiser les gens. Donc, on ne peut pas, du jour au lendemain, brûler cette rébellion-là et faire comme si ça ne va plus jamais exister. C'est pas évident. Gabin Goubi, la tension est vraiment vive et prononcée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Oui, ça fait pratiquement 3 décennies que ça dure. Hein. Vous avez vu, c'est les conséquences de la guerre civile qu'il y a eu au Rwanda, où une partie des génocidaires Tutsis a dû trouver refuge au Congo, protégé dans le temps par le président Feu Mobutu, qui était encore au pouvoir. Donc le Rwanda a très mal apprécié la chose parce que les Tutsis ont pratiquement sont des opposants au régime d'alors. Donc c'est les conséquences dans l'histoire de ces soutiens occultes de l'État qui a fait qu'aujourd'hui, le Rwanda aussi a trouvé le moyen de prendre sa revanche en soutenant les rebelles de M23 et d'être accusé aujourd'hui d'être accusé d'avoir une main noire dans la crise, l'instabilité qui sévit au Congo. Donc c'est dommage, plusieurs médiations ont eu lieu à cet effet. C'est dommage qu'aujourd'hui on en soit arrivé à expulser le représentant, l'ambassadeur rwandais qui est au Congo. On va espérer que les deux dirigeants fassent preuve de sagesse pour venir à bout, pour mettre un terme, n'est-ce pas, à ce conflit armé où la région du Nord, Kivu, du Nord, est extrêmement une région qui est contrôlée par des ministres, les rebelles du F-23 aujourd'hui. On a comme impression que entre la volonté d'aller vers la paix
qui est professé de part et d'autre, et les actes, on a comme impression qu'il n'y a pas une harmonie. Une situation à fort relent ethnique, le Rwanda, de son côté, regrette l'expulsion de son ambassadeur et pense que la désescalade est encore possible. Bon, ce n'est pas une pensée qui vient est nihilo, parce que les deux peuples sont liés. Et moi, comme je le disais tantôt, je n'ai pas voulu appeler des noms, mais ceux qui dirigent aujourd'hui le Rwanda sont issus de ces proches de rébellion. Donc, je pense que les deux peuples sont intimement liés. Il y a même souvent des ethnies qui sont écartelées entre les deux pays. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas 32 solutions de s'asseoir et échanger. C'est la seule porte de sortie. Que faire donc pour que la paix revienne? Que faire, je commence à le dire, c'est continuer les négociations, c'est essayer de ne pas créer de pont entre les débats, les intentions et les actes qui sont posés. Parce qu'il est bon de dire devant les caméras, nous allons aplanir les divergences et qu'à côté, on commence à financer ou à investir de l'argent pour pouvoir provoquer la déstabilisation de l'État pour des intérêts qui ne sont pas connus. Donc, il faut que la communauté internationale s'ingère dans cette crise-là et joue la médiation pour que les deux pays retrouvent leur sérénité, parce que c'est des États proches, quoi qu'on dise, ils partagent des frontières identiques. Il faudrait que la paix soit retrouvée pour impulser un réel développement à chacun de ces États. Des pays donc unis par l'histoire, si les voies diplomatiques sont épuisées, quelles sont les autres pistes qu'on pourrait explorer pour espérer une réconciliation? Non, on ne saurait projeter que les voies diplomatiques soient inspirées, parce que c'est peut-être une réponse ou une façon d'exprimer son mécontentement que d'expulser un ambassadeur. Moi, j'ose espérer que la mise en œuvre du principe de réciprocité ne viendra pas pour que... Qu'il y ait rupture des relations diplomatiques. Voilà, si au cas où le Rwanda ferait de même pour l'ambassadeur congolais, ça veut dire qu'on est passé à un autre cran. Mais je pense que le président Kabila peut intervenir dans ce dossier parce que il a l'habitude de ces cas, même s'il est en retrait aujourd'hui. Quand il était en fonction, il a quand même su gérer ses frictions. Donc, son expertise peut être sollicitée. On va faire un tour au Brésil, de la présidence à la prison, et de la prison à la présidence. Luiz Inácio Lula da Silva est de retour à la tête du pays. Bon, moi je m'y attendais parce qu'il y a quelques semaines plus tôt ici sur ce plateau, moi je le disais parce que quand je vois le profil, le parcours de l'homme et l'espoir qu'il avait suscité avant son départ du pouvoir et celui qui est venu le remplacer après le passage de Dilma Rousseff, je vois que il n'a pas été à la hauteur. Encore que je ne veux pas exposer ici ses performances économiques, mais la démocratie brésilienne a été mise à rude épreuve pendant le quinquennat qu'a fait Bolsonaro. Et je pense que le peuple brésilien étant un peuple mûr, a pris ses responsabilités. Et je le disais ici, sur ce même plateau, que on ne pourra pas se retrouver dans le cas des élections présidentielles où le Capitole a été attaqué parce que Bolsonaro aurait dit qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats des élections. Moi, quand j'ai lu un peu l'histoire de ce pays-là, je me suis rendu compte que la fonction publique est régentée par des agents qui savent que l'administration est sacrée. Et je disais ici, sur ce même plateau, que si Bolsonaro ne se mettait pas dans les rangs, il serait arrêté parce que quand les troubles à l'ordre public ont commencé, j'ai vu la réaction des forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de complaisance.
Donc, il est bien vrai qu'il est venu faire un discours de 2 minutes sans reconnaître, mais il a dit « Je suis prêt à reconnaître, à respecter la Constitution ». Il n'avait pas un autre choix. Donc, mais il s'est longtemps réfugié dans un long silence après la proclamation des résultats. Bon, comme un enfant abattu pour avoir renversé du yaourt, il a beau ronchonner, mais il n'a pas un autre choix que de se soumettre à la volonté populaire, parce qu'il n'est plus aimé. Vous avez vu la façon dont il a géré le Covid, et sa position par rapport aux grands sujets qui concernent les Brésiliens, où on dit ce qui permet au Brésil d'être Brésil aujourd'hui, ce sont ces forêts où il y a des autochtones qui vivent, mais Bolsonaro a donné des licences à des multinationales pour aller couper les arbres. Et il s'est mis en porte-à-faux avec les grandes décisions prises dans les conférences internationales, par les conventions qui ont été signées par le Brésil. Sans oublier les questions raciales. Bon, il n'a jamais, j'ai comme l'impression que son niveau intellectuel ne lui permet pas de répondre aux attentes des Brésiliens, et ils ont sanctionné. Lula qui remporte les élections après avoir quitté le pouvoir il y a 10 ans, c'est un échec cuisant pour le bolsonarisme. Oui, c'est un échec, il ne faut pas se voiler la face, parce que c'est comme votre challenger qui vient prendre le pouvoir, même s'il y a eu la parenthèse d'Ilma Rousseff qui a été un soutien du président qui est Lula dans le temps. Donc ça démontre que Lula reste toujours populaire au Brésil, et ça traduit un peu la vitalité démocratique de cet État, il faut le dire. Partir de la présidence à la prison, et la prison pour la présidence, ce n'est pas gagné à tous les coups. Ça aurait été sur notre continent par ici que les choses ne seraient pas si faciles que ça, même s'il y a on a quelques exceptions. Donc je pense que c'est Bolsonaro, il doit quand même s'en prendre un peu à sa politique. Le co-débatteur a commencé à décrire certains facteurs qui pourraient expliquer son échec. Et moi, je trouve que les Brésiliens ont dû sanctionner, ont dû apprécier un peu ce qui est reproché au président sortant. Il doit pouvoir faire l'examen à son niveau. Et le Brésil qui ouvre désormais une nouvelle page, peut-être c'est la caution donnée au président Lula pour continuer à décliner sa politique, même s'il avait eu déjà 2 mandats entre 2002 et 2011, je crois. Je pense qu'il va décliner à nouveau sa politique et ses ambitions pour le pays. Pourquoi l'élection de Lula fait jubiler du côté du continent africain? Puisque Lula, moi je pense qu'il est un social-démocrate, parce que il s'est montré ouvert avec tous les pays africains. J'ai lu quelque part la félicitation d'un ancien président béninois. Il a quand même eu de bonnes relations avec les États africains, contrairement à Bolsonaro, qui, dans ses élans racistes et ses envolées lyriques envers des personnes d'autres couleurs, et même au sein de la population brésilienne qui consiste à séparer l'eau froide de l'eau chaude, moi je pense que ce monsieur a été une erreur et que le Brésil ne doit pas reprendre, sincèrement. Ah bon? Oui. Partagez-vous ce point de vue? Non, je ne serai pas aussi radical de Boris Souga. Je ne serai pas aussi péremptoire et radical que le confrère. Je pense qu'il faut respecter les choix des populations. Je ne sais pas que je vous arrache la parole. Voilà un monsieur qui dit qu'il ne croit pas au Covid. Bon, c'est sa vision et il assume. Non, un intellectuel. Même si il est militaire, je ne sais pas quel a été son rang. Il est un peu de la trame de Donald Trump aussi. Lui, il a estimé que c'est peut-être une invention des grandes puissances pour pouvoir contrebalancer l'économie. Les gens, ils ont le il en a fait les frais. Avec ces morts-là au Brésil, celui-là, il devait être condamné à mort. Je pense que c'est des polémiques qui ont peut-être amené le peuple à le sanctionner, qui ont abouti à ce résultat qui fait de lui désormais, qui lui fait perdre désormais les plus hautes charges du pays. Bon, il fera le bilan à son niveau, mais je continue de respecter le choix. Ça a été peut-être une erreur, mais je pense qu'il faut respecter le choix de ces populations-là
qui à un moment donné ont cru en sa personne, ont cru en sa politique, mais à l'heure du bilan, il saura tirer les leçons de cet échec-là. Un troisième mandat pour Lula, troisième mandat favorisé par la Constitution. Si c'était en Afrique, peut-être que la chose serait mal vue. C'est une interrogation. Non, la démocratie n'est pas une parole d'évangile qu'on peut aller l'imposer partout. Il faut prendre ça au cas par cas. C'est compte tenu des contextes qu'il faut analyser, voir quelle est l'opportunité, quels sont les choix faits par les peuples. Donc, si le Brésil est dans son droit positif, a prévu que ça se passe ainsi, on respecte cette volonté. Encore que depuis le départ de Lula, moi, je n'ai pas vu qu'il y a ce charisme qui se dégage en lui. Il y a eu quelques successions de quelques petits exploits après lui, mais étant du milieu des travailleurs, il n'a pas été grand intellectuel, mais sorti des usines, il a quand même... Proche du peuple. Voilà, il a quand même montré que on pourrait faire mieux, si bien qu'il est aimé par les travailleurs, le bas peuple. Donc son parti n'a pas pu trouver de bons successeurs pour continuer sur cette lancée. C'est pour cette raison qu'on a eu la parenthèse calamiteuse du gauchiste. Mais je partage en partie l'analyse du confrère. C'est vrai que Lula s'est forgé dans la mentalité populaire au sein du peuple brésilien, cette notoriété-là d'être un homme proche du peuple. Il a été formé, son parti, un parti social, et il a longtemps fait le mieux du travail. Donc il connaît, il a mené des combats, on l'a vu au devant de beaucoup de combats pour favoriser, créer de bonnes conditions aux travailleurs, au bas peuple, tout ça. Et je pense que c'est tout ça qui a favorisé aujourd'hui sa réélection. L'autre parenthèse aussi, on ne peut pas l'occulter, il a aidé, parce que beaucoup ont perçu le fait qu'il aille en prison, qu'il ait subi des démarches judiciaires comme un acharnement contre sa personne, ça a peut-être favorisé les choses. Et donc, c'est des messages que lui-même doit tirer, même si d'aucuns estiment que c'est un peuple assez conservateur. Lula, quand même, ce n'est pas la fleur de l'âge, hein, c'est 77 ans. Quand même, le poids de l'âge, c'est un peu comme le président américain. Physiquement un peu affaibli par la prison aussi. Bon, moi, j'attends de voir hein, s'il peut tenir avec le même rythme qu'on lui a connu il y a cela 20 ans. Wait and see. Wait and see, vraiment. Le décryptage de l'actualité sur le net, c'est dans la dernière rubrique de cette émission, les potins de la toile. C'est un concert qui marque l'apothéose d'une tournée internationale, mais qui malheureusement a tourné au drame. Le concert de Fally Ipupa à Kinshasa. On a enregistré à l'occasion 11 décès, dont 2 policiers. Boris Tougan. Oui, j'ai lu avec désarroi cette information, ces détails macabres sur les réseaux sociaux. Et dans la foulée, Fally Ipupa a été convoqué pour être auditionné par des OPJ et il ne s'est pas rendu. C'est dommage parce que il y avait près de 200 à 300 000 personnes dans un stade. Ça a été une fête populaire parce que Fally n'a pas organisé de concert chez lui à domicile il y a près de 10 ans. Donc, moi, j'étais à 1000 lieues de penser que cette communion entre la mégastar et son public local allait tourner au drame. Mais cela ne pose-t-il pas le problème de la capacité d'accueil des lieux de spectacle? Non, pas de capacité, problème de capacité, mais d'organisation. Parce que moi, je pense que en matière de showbiz, nous devons aller vers la professionnalisation. Vous l'avez dit, Fally Ipupa, c'est une méga star, c'est une star internationale qui est accompagnée par un staff aussi qui a fait ses preuves. Oui, si ce n'est pas une agence internationale qui a organisé le spectacle et que c'est
c'est une structure locale qui a pris les devants. On peut avoir... Selon la presse congolaise, c'est Fally Ipupa et son manager Madina qui seraient les promoteurs de l'événement. Bon, on ne peut pas confier, du point de vue technique, la structure que moi j'ai vue à 2 personnes. C'est pas possible. Non, 2 personnes qui chapeautent tout un staff. Gabin Goubi. Non, je pense que c'est à déplorer. Hein. C'est vrai que aujourd'hui, un événement censé être heureux qui vire au drame, c'est désolant et c'est des choses qui se passent souvent par ici. Le problème, c'est que quand ils vont ailleurs dans des pays, il y a assez de monde. La capacité d'accueil de nos lieux de spectacle, je pense qu'il faut y veiller. Ce n'est pas la première fois que ça se passe, même s'il y a un certain nombre d'années, ça s'est passé aussi chez nous, curieusement avec un autre chanteur congolais. Donc, dans tous les cas, il faut qu'aujourd'hui, ceux qui sont spécialisés dans l'événementiel, dans l'organisation de ces genres d'événements, prennent leurs dispositions. On aura beau aimer Fally, on va beau suivre ces spectacles, il aura été peut-être l'artiste vedette de beaucoup de personnes, mais il faut quand même voir la capacité d'accueil des lieux de spectacle, prévoir même les possibilités de bousculade. Des choses qui peuvent arriver dans l'euphorie ou dans un certain élan de joie, de manifestation, des choses qui peuvent arriver. Le drame, c'est que 2 policiers même qui sont censés veiller à la sécurité des spectateurs sont partis. Fally Ipupa aura beau peut-être répondre de ça, mais cela ne ramènera pas ces morts-là qui sont presque aujourd'hui des martyrs qui sont partis comme ça. Donc, quoi qu'on dise, il y a un défaut au niveau de l'organisation, que ce soit Fally ou bien les structures, les structures TS qui organisent des concerts au profit de ces méga stars, de ces artistes-là, doivent réfléchir à la chose. Et moi, il faudrait que les autorités prennent la question à bras le corps et situent la responsabilité. Alors, Fally Ipupa qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes, mais il dit avoir été informé du drame après le concert. Oui, comme ça a été toujours le cas, parce que lui il ne s'occupe pas concrètement de l'organisation matérielle d'un événement. Ce sont d'autres personnes qui se chargent de la logistique et de tous ces détails-là. Encore que sur scène, il n'était pas matériellement possible de l'informer que ça allait déteindre forcément sur la prestation. Sa psychologie serait autre. Souvent, ces dégâts-là se produisent à la fin où il y a des bousculades, les gens sont pressés de sortir du stade. Donc, mais pour moi, ça pose le problème de professionnalisation parce que vous voyez dans les stades, sur d'autres continents, il y a souvent plus de monde. Mais toutes les précautions la fluidité, voilà. Et même pour l'organisation de ces événements, il y a des polices, des assurances qui sont payées. Les gens prennent beaucoup de précautions. Donc, moi, je pense que le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire où nous pouvons tricher, copier ou aller à l'école de cette science-là. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Merci à vous, Boris Tougan, directeur général du quotidien L'Enquêteur. Merci à vous aussi, Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci, Lenaï Kabazaou. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis depuis chez vous. À dimanche prochain.